Bonjour. Il va falloir m'excuser pour un certain nombre de trucs. C'est abominable ce truc. Premièrement, je suis un petit peu enrhumé. Donc je vais faire des bruits un peu désagréables, boire de l'eau, enfin toutes sortes de trucs absolument charmantes pour lesquels je vous demande de me pardonner. Deuxième chose, j'aimerais remercier Emeline Eudes et Fabrice Bourlez pour leur invitation à participer à cette journée. Alors ce que moi je vais faire, je suis assez nul en fait en théorie, vous savez, qui se donne comme ça, un petit peu faite et un petit peu complète. Donc ce que je vais faire, c'est fabriquer une petite proposition, un machin comme ça qu'on pourra discuter peut-être sur cette affaire très compliquée en fait, parce que c'est hyper compliqué, toute cette histoire de commun, communauté. On rentre immédiatement dans un espace de langage, un espace de vocabulaire, un champ lexical, pour utiliser une expression plus sophistiquée, qui est au fond plein de problèmes. Le commun, la communauté, le communisme, le comme-un, la fiction de l'unité, etc., etc. On se retrouve là dans une espèce d'espace qui se met à glisser dans toutes les directions, et espace qui a évidemment été surchargé d'investigations théoriques, esthétiques, artistiques, de toutes sortes et de toutes espèces. Et donc il serait très très prétentieux de venir y rajouter quoi que ce soit. Et donc moi la seule chose que je vais faire, c'est une petite note infrapaginale, si vous voulez, dans cette histoire. Note infrapaginale que je vais rajouter après vous avoir rappelé quand même 2-3 trucs que je crois important de rappeler à l'heure effectivement de la discussion, d'un renouveau de la discussion, par exemple sur les communs numériques, etc., etc. C'est très compliqué de parler de tout ça, il me semble, mais je peux me planter, si on ne revient pas sur 2-3 débats assez pas drôles, qui ont eu lieu aux États-Unis, en France, depuis, disons, le milieu des années 70, du milieu des années 70 au milieu des années 80, des débats qui sentent un peu la poussière à certains égards, mais qui sont importants pour pouvoir avoir une cartographie un peu claire de ce dont il est question dans tout ce débat. Alors, comment dirais-je, ce que j'aimerais vous rappeler, au fond, commence en 1971. 1971, c'est une drôle de date, puisque c'est à la fois la date où Richard Nixon lance sa fameuse War on Drugs, sa guerre contre les drogues, qui a été l'échec colossal que vous savez. 1971, c'est aussi l'année où le même Richard Nixon, sous pression de ses conseillers proto-néolibéraux, décide de désolidariser le dollar des mesures, disons, de stabilisation des monnaies qui avaient été décidées après la Seconde Guerre mondiale à Bretton Woods, et lance ainsi, avec cette espèce de découplage du dollar par rapport aux autres monnaies et par rapport bien sûr à l'étalon principal qui était la valeur or, lance la possibilité, disons, de l'abstraction financière dans le capitalisme du XXe siècle. Mais 1971, c'est aussi l'année où un professeur de l'université de Harvard, un homme très très sérieux, qui n'a pas dû faire beaucoup de blagues dans sa vie, qui s'appelle John Rawls, R-A-W-L-S, sort un espèce d'énorme pavé. Un énorme pavé qui vient clôturer la grande décennie, au fond, de lutte pour les droits civiques aux États-Unis. Un énorme pavé qui s'appelle A Theory of Justice, théorie de la justice. C'est vraiment le livre d'universitaire dans toute sa splendeur, théorie de la justice, comme ça, un livre où chaque phrase est soigneusement pesée, chaque argument est soigneusement référencé, etc. Ça fait 600 pages. 600 pages pour dire quoi ? Eh bien, au fond, 600 pages pour dire que après la période des droits civiques, après le moment où toute une série de communautés minoritaires aux États-Unis se sont battues pour pouvoir se voir reconnaître un certain nombre de possibilités de fonctionnement à l'intérieur du dispositif institutionnel et politique des États-Unis, eh bien, peut-être qu'il est temps de faire une espèce de synthèse de ce qu'est ce système politique et institutionnel, c'est-à-dire de faire une synthèse de ce que John Rawls appelle libéralisme. Bon. Alors, il propose une espèce de petit scénario que je vais caricaturer ici. Ce qu'il dit, au fond, c'est ce dont on a besoin pour pouvoir penser la dévolution des droits, la manière dont on va se partager les biens communs, les common goods, eh bien, c'est un théâtre, une scénette,
Sennett qu'il appelle la discussion sous voile d'ignorance. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà entendu parler de ça ici. Oui, non, non, oui, non, plutôt non. Tant mieux. Donc ça aura même un parfum de nouveauté. Bon, c'est extraordinaire. Donc la discussion sous voile d'ignorance, c'est quoi? C'est cette idée que pour pouvoir discuter de la dévolution des droits, la seule technique possible est de faire comme si cette dévolution des droits, vous avez droit à ceci, vous avez droit à ça, vous pouvez voter, mais dans telles conditions, vous pouvez avoir accès à la sécurité sociale, mais dans telles conditions, etc., etc. Pour décider de tout cela, de tous ces biens communs, eh bien, il faut faire comme si il y avait une conversation entre personnes qui toutes se trouvent dans une situation où elles ignorent d'où viennent, qui sont, ce que font les autres personnes à la discussion. Et l'idée de Rawls, qui est un rationaliste, c'est de se dire que si on se trouve dans une situation comme celle-là, on est tous assis dans une salle, on doit décider de ce qui va être distribué à tout le monde, mais donc à nous-mêmes aussi, eh bien, si on est dans cette situation, forcément, on sera obligé de faire le pari que la personne en face, qui ne sait pas non plus qui vous êtes et donc ce dont vous avez envie, va, un peu comme vous, réfléchir rationnellement, et donc, par conséquent, qu'on arrivera ainsi à une espèce d'équilibre naturel et rationnel dans l'allocation des biens communs. Bon. Alors, c'est une idée qui est un peu une idée de science-fiction, et c'est une idée qui repose sur deux choses essentielles. C'est évidemment, d'une part, l'idée que la raison triomphe toujours, et d'autre part, sur l'idée que la raison est quelque chose de partagé. C'est-à-dire que c'est une vision de la dévolution du bien commun qu'on peut qualifier de manière extrêmement franche et joyeuse d'universalisme, et un universalisme là aussi tout à fait abstrait, puisque c'est un universalisme qui repose sur l'oubli des conditions de parole, sur l'oubli de d'où l'on parle, sur l'oubli du genre, de la race, de la classe, du contexte, etc., etc. Un oubli volontaire comme seule condition possible pour obtenir un résultat qui ne soit pas un résultat biaisé par précisément l'ensemble de ses appartenances. Bon. Proposition, voilà, qui formule avec de nombreuses développements et annonces. Le livre a un succès, est lu, discuté, beaucoup discuté, et notamment discuté par toute une série de personnes qui trouvent que c'est complètement con cette histoire. C'est complètement con. Enfin, on est tous dans une salle, là, et vous ne savez pas qui sont les autres. Qu'est-ce que c'est que cette expérience de pensée qui, précisément, fait bon ménage, enfin, se débarrasse un peu facilement de précisément le fait que c'est très difficile d'oublier qui l'on est. Surtout, est-ce que ça a vraiment un intérêt d'oublier qui l'on est? Et ça a donné lieu à un mouvement, une espèce de contre-mouvement théorique qui s'oppose au libéralisme universaliste abstrait de Rawls, qui est un mouvement qu'on a appelé communautariste, dont certaines figures, là aussi, sont très célèbres. On pense à des gens comme Michael Walzer, on pense à des gens comme Alistair MacIntyre, on pense à des gens comme Charles Taylor, qui, à la fin des années 70 et au début des années 80, disons en gros entre 1978 et 1982, au moment où Ronald Reagan arrive au pouvoir, au moment où Margaret Thatcher arrive au pouvoir, au moment où une grande partie de l'Occident abandonne d'une certaine manière les rêves émancipatoires qui avaient gouverné la décennie de lutte pour les droits civiques, mais aussi les rêves émancipatoires qui avaient habité mai 68, eh bien à ce moment-là, très précisément, une réaction s'opère, qui est une réaction communautarienne, dans laquelle au fond, ces gens disent, oui, mais c'est très bien votre scénario, mais précisément, vous oubliez qu'il est impossible, non seulement il est impossible, mais il est non désirable de faire l'oubli de ces communautés, en ceci que, bien évidemment, les communautés, parce qu'elles déploient chacune des modes d'existence propres avec des valeurs spécifiques, des attendus particuliers, et aussi, pourquoi pas, une relation à la raison qui est une relation singulière, eh bien, ma foi, faire l'oubli de cela et demander que l'on fasse l'oubli de cela, c'est simplement demander que l'on fasse l'oubli de ce qui compte le plus pour nous, en tant que nous ne sommes pas les mêmes que les autres, en tant que nous appartenons à une communauté et pas à une autre. Par conséquent, s'il doit y avoir une dévolution des biens communs, cette dévolution ne peut pas omettre cette dimension communautaire. Bon. Je caricature ici parce que les choses sont évidemment beaucoup plus compliquées, beaucoup plus subtiles que ça, mais enfin, l'affaire, à la fin des années 70 et au début des années 80, se présente comme une espèce de gigantomachie entre un libéralisme, ou disons un universalisme abstrait, une conception de la communauté et du bien commun comme universalisme abstrait, et une conception qui se présente davantage comme ce qu'on pourrait appeler un communautarisme concret, puisque l'insistance que forment les communautariens, ou ce que soulignent les communautariens, c'est véritablement la liste
des traits spécifiques, hein, qu'il s'agit de ne pas oublier pour pouvoir être dit appartenir à une communauté ou n'en appartenir pas. Ce qui donne effectivement une définition de la communauté un petit peu particulière, puisque, et c'est quelque chose que ceux d'entre vous qui connaissent un peu les États-Unis ont peut-être vécu, hein, vous avez peut-être vécu cette situation un peu curieuse de... On vous demande toujours, d'une certaine manière, à quelle communauté vous appartenez. Et vous avez envie de dire, mais rien à foutre, moi, d'appartenir à une communauté. Lâchez-moi les baskets, les mecs. Non, vous êtes un mâle, blanc, hétérosexuel, etc. Qu'est-ce que vous en savez? Et puis d'abord, c'est pas vos oignons. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Donc cette espèce d'adéquation, d'une certaine manière, d'un cahier des charges à une position à un cahier des charges, si vous remplissez ces conditions, qui sont des conditions identifiables, ça se voit. Vous êtes un mâle blanc hétérosexuel, monsieur. Dans ce cas, vous faites immédiatement partie de la communauté en question et réciproquement dans une espèce de, comment dirais-je, de pivot qui rend très très difficile, en effet, d'y échapper. Bon. Alors ça, je vous ai dit que c'était un débat qui était un petit peu ringard parce que quand vous êtes confronté à choisir entre l'un et l'autre, on n'a pas vraiment envie de choisir entre l'un et l'autre parce qu'il n'y a pas un qui est plus excitant que l'autre d'une certaine manière. Hein, entre le voile d'ignorance des uns et le communautarisme des autres, je dis bon, ma foi, bon. Or, il se fait qu'en Europe, un peu après cela, on est dans les mêmes années, on est disons en 1983, une sorte de tangente naît dans le domaine de la théorie de la communauté, qui est une tangente assez intéressante, mais qui n'a pas eu malheureusement l'écho, comment dirais-je, peut-être médiatique ou même l'écho politique des deux autres, peut-être parce que précisément elle semble reposer sur des arguments qui sont des arguments peut-être moins évidents ou moins facile peut-être à caricaturer. En tout cas, en 1983, le philosophe français Jean-Luc Nancy, dans un article où il relit l'œuvre de Georges Bataille, s'interroge sur ce motif du commun et ce motif du communisme très étrange que l'on trouve chez Bataille, et s'y interroge de telle sorte qu'ils parviennent, d'une certaine manière, à une définition de la communauté assez singulière, très différente des définitions reçues, et définition qui va susciter un débat, là aussi, puisque sa définition, que je vais vous donner dans un instant, va être reprise et discutée par Maurice Blanchot, auquel Nancy va répondre à nouveau, etc., jusqu'à donner... dans la pensée européenne, aussi une espèce de fil de la communauté, où vous pouvez faire toute une série de jalons à la communauté qui vient, chez Agamben, etc. Nancy est quelqu'un pour lequel le langage est très très important. Et la question du mot et de la manière dont les mots se craquent, comme on craque le code, d'une certaine manière, d'un code informatique, est très important pour lui. Donc, bien évidemment, le commun, pour lui, ou la communauté, ou le communisme, la manière dont tout cela se fait écho, eh bien, repose immédiatement sur ce noyau de base qu'est le comme un, c'est-à-dire la possibilité ou peut-être la fiction de cette unité. Le fait que dans communauté, dans communisme ou dans commun, l'unité dont il est question, et que les communautarismes listaient sous forme de qualité, cette unité est effectivement un comme une unité. Ce n'est pas une unité qui se donne de manière compacte, fermée, clôturée, mais qui se donne à l'instar d'une unité sans en être tout à fait une elle-même. Alors ils vont tirer de ça, donc je vous ai dit, une définition qui te... comment dirais-je qui peut paraître un petit peu cryptique au premier abord, quand il dit qu'au fond, la communauté, c'est ce qu'il appelle l'extase du commun. La communauté, c'est l'extase du commun. L'extase du commun, c'est-à-dire, la communauté, c'est le moment où l'unité de l'un, compris comme un, sort de lui-même. La communauté, pour le dire de manière vraiment plus simple, c'est ce qui sort d'elle-même en permanence. C'est ce qui se donne comme sortant d'elle-même en permanence. En gros, c'est ce qui devient, si on utilise un vocabulaire qui est peut-être un vocabulaire plus deleuzien. Il n'y a pas de communauté qui ne puisse se donner comme un enjeu fermé, comme une liste fermée de qualités auxquelles on souscrit ou on ne souscrit pas. La communauté est quelque chose qui s'ouvre et qui se définit précisément dans cette ouverture. C'est les modalités d'ouverture et de partage de cette fiction de l'unité
hein, de ce comme, qui peut être dit former une définition valable de la communauté. Vous voyez qu'on est là dans un truc qui est un truc un peu différent quand même. Il ne s'agit pas de biens communs que l'on va distribuer en fonction de là où vous vous trouvez, mais véritablement d'une narration que l'on fabrique, et qu'une narration dont on ne sait pas très très bien où elle commence et où elle finit. C'est une narration qui est une narration en cours, une narration qui n'arrête pas de se modifier, se transformer, etc., etc., etc. Bon. Là aussi, ça suscite un certain nombre de débats. Mais ce qui m'intéresse, c'est que cette position, cette troisième position, vient s'accrocher d'une certaine manière à côté des deux premières, hein, une espèce d'universalisme abstrait de Rawls, communautarisme concret, d'une certaine manière, des communautariens. Ici, s'il fallait caricaturer, puisque le mouvement est un mouvement spéculatif, hein, la définition de Nancy est une définition qui est une définition presque métaphysique, c'est une définition qui se situe au niveau de ce que c'est que l'être d'une communauté. On pourrait la qualifier, mais là aussi on pourrait discuter, mais c'est pour les besoins de la conversation et les besoins, je vous ai dit, de cette proposition. À nouveau, c'est pas une espèce de théorie, c'est un bidule que je bricole devant vous et puis qu'après on pourra foutre aux chiottes si jamais en fait il s'avère que le bidule est juste nul. Enfin bon. Donc, à côté de ces deux premières formes, il y a donc cette troisième forme qui serait ici un communautarisme abstrait, une espèce de communautarisme métaphysique, d'une certaine manière, qui est presque un communautarisme négatif, comme on parle de théologie négative. Alors, pourquoi je vous raconte cette histoire maintenant ? Oui, parce qu'il y a quelque chose quand même qui, moi, là-dedans, me fascine, c'est que... qui me fascine et qui vient, en fait, ça ne vient pas de moi du tout, qui vient d'un commentateur de cette approche de Jean-Luc Nancy, un philosophe italien qui s'appelle Roberto Esposito, et qui a fait un livre assez hallucinant, je trouve, enfin, qui s'appelle Communitas, dans lequel il revient sur toutes ces histoires... c'est quoi le commun, c'est quoi le comme un, quel est le lien entre comme un et communisme, y a-t-il un véritable communisme possible qui ne soit pas un communisme du devenir, quelle est la relation entre communisme et communauté, etc., etc. C'est un très beau livre. Et il fait une remarque que ne fait pas Nancy, que font certainement pas Rawls et les communautariens, c'est dit, au fond, comment, si on creuse encore davantage l'étymologie, si on va un pas plus loin que le comme un, que cette narration, on en arrive à des vieilles institutions ou des vieilles catégories, si vous voulez, romaines. Le comme un, si on en revient à son étymologie, en tout cas l'étymologie que propose Esposito, c'est le communus. Le communus, c'est quoi ? Le munus, en latin, c'est la dette, c'est l'échange. Donc le commun, de ce point de vue-là, doit être conçu comme la circulation, et là aussi il y a des échos de bataille, la circulation de la dette à l'intérieur de ceux qui la partagent. La circulation du don, la circulation de ce qui est échangé, qui en circulant et en s'échangeant n'arrête pas de s'excéder lui-même, de telle sorte qu'en effet on ne peut pas se replier sur cet échange et sur ce don, et qu'au contraire il traduit une trajectoire qui est une trajectoire de devenir, une trajectoire d'extériorisation permanente d'elle-même, d'extase de son propre être, pour reprendre l'expression un peu heideggerienne de Nancy. Mais ce n'est pas seulement ça, le munus, c'est pas seulement la dette, c'est pas seulement le partage, c'est pas seulement l'échange, c'est aussi la monnaie. Le munus, c'est l'argent, le pognon. Ce truc qui, effectivement, circule, qui fait circuler la valeur, et qui, en faisant circuler la valeur, n'arrête pas de se dépasser lui-même. Et donc, et là, on en arrive peut-être à la petite proposition que j'ai envie de faire. Je me dis, ok, très bien, extase de l'être, extase de la communauté, narration fictive de l'un, devenir, très très bien, moi ça me cool. En plus Nancy écrit quand même vachement mieux que Rawls et les autres rigolos. Donc chouette, mais quid de cette histoire de monnaie, de cette histoire de munus, quid de la matérialité au fond des communautés en question, parce que s'il s'agit de devenir, s'il s'agit de narration qu'on se raconte, s'il s'agit d'échanges, est-ce que ces échanges sont juste des choses comme ça qui circulent entre nous par le biais de la parole, par le biais de valeurs que nous partagerions, par le biais, disons, d'idées, d'images qui formeraient une culture qui définirait en fin de compte une communauté, même si cette culture, bien sûr, serait une culture ouverte et non pas une culture fermée, blablabla, blablabla. Est-ce qu'on ne peut pas parler, quand on parle de communauté, de quelque chose comme une infrastructure matérielle des communautés, c'est-à-dire la matérialité du munus, la manière dont les échanges seraient non pas
organisée du point de vue humain ou langagier, mais organisée véritablement du point de vue, au fond, du point de vue des briques, du point de vue des canalisations, du point de vue des routes et des câblages, du point de vue de tout ce qui forme le réseau matériel des relations humaines. Et si cette idée m'est venue, c'est parce que communauté, évidemment, c'est un mot qui existe dans plein de contextes différents, dont un contexte qui m'est un peu cher parce que c'est la matière que j'enseigne. Moi, je suis juriste. J'enseigne la théorie du droit. Et en droit, communauté intervient à plusieurs endroits. C'est une catégorie technique qui intervient d'abord dans le domaine du mariage, et dans le domaine du patrimoine en matière de relations conjugales. On parle de communauté réduite aux acquêts, par exemple, lorsqu'il s'agit de constituer un patrimoine partagé, patrimoine sur lequel ensuite on pourra scraper le chignon comme pas possible au moment du divorce, bien évidemment. Mais enfin, communauté réduite aux acquêts ou communauté complète, etc. La communauté, c'est un patrimoine considéré comme effectivement unitaire, mais qui est un patrimoine matériel dans lequel les choses rentrent et sortent, un patrimoine qui n'est jamais fermé en tant que tel, mais un patrimoine qui n'a d'existence précisément que matériel. Et du reste, dans l'histoire juridique de l'Occident, une communauté, c'est toujours quelque chose qui existe à l'intérieur de réalités, qui sont des réalités que l'on peut véritablement circonscrire, ce en quoi la communauté s'oppose à l'association ou à la société, qui, elle, se décide par convention, là où la communauté est une institution, d'une certaine manière, avec laquelle il faut se débrouiller, précisément en vertu de la matérialité qui la constitue. Donc en vertu de tout ça, et surtout en vertu de... C'est pour rien que je vous ai raconté ce contexte, c'est pas pour rien que je vous ai dit Reagan et que je vous ai dit Margaret Thatcher au début des années 80, néolibéralisme, pognon, même dans un espace qui est un espace rendu abstrait par la financiarisation permise par la fin des accords de Bretton Woods en 1971 par Nixon. Il s'agit là de choses. Et si le communautarisme, non seulement aux États-Unis, mais également cette espèce de vision de la communauté à la Nancy en France arrive, c'est aussi d'une certaine manière en écho ou en réponse à cette transformation des modalités même de l'échange matériel. Et donc moi je me demande s'il ne serait pas temps, et donc c'est une proposition, de former une théorie de la communauté, pour laquelle je l'ai pas, la théorie en question. Je me demande s'il ne serait pas une bonne chose de former une théorie matérielle de la communauté, c'est-à-dire une théorie de la communauté qui, plutôt que continuer à se baser sur l'échange des biens communs, voulu par les penseurs du libéralisme, ou par l'échange des qualités que l'on se reconnaît, j'appartiens à la communauté blanche, j'appartiens à la communauté noire, j'appartiens à la communauté LGBT, j'appartiens à la communauté des fumeurs de joint, j'appartiens à la communauté des fanatiques de calculatrices des années 1990, j'appartiens, etc., etc., etc. Plutôt que fonctionner d'une certaine manière sur base de cahier des charges, plutôt que de fonctionner également sur l'histoire de pure narration culturelle, d'une certaine manière, des narrations purement de langage, s'il ne serait pas temps d'inventer cela, et d'inventer un communautarisme qui serait un communautarisme de la matière, ou un communautarisme des choses, un communautarisme des branchements, ou un communautarisme des articulations, dans la mesure où, effectivement, ce devenir, cette narration du commun dont parlait Nancy, au fond, si elle n'existe que parce qu'à un moment donné, c'est très latourien ce que je raconte là d'ailleurs, à un moment donné, sa vascularisation lui permet une espèce d'extension maximale. Prenons un seul exemple, l'exemple d'un objet qui matérialise très souvent les cultures, qui est le livre en tant que lieu où viennent se déposer les manifestations langagières d'une culture. Qu'est-ce qu'un livre? C'est précisément un objet qui se déplace à l'intérieur d'un réseau, qui est un réseau de distribution et de production, dont l'extension, aussi bien en qualité qu'en quantité, l'extension géographique que l'extension du point de vue du volume, définit l'épaisseur ou l'intensité, d'une certaine manière, d'une vie culturelle. Du moins, c'est ce que les littéraires et les humanistes vous diront volontiers. Mais enfin, il y a là un type de réseau qui est un type de réseau de circulation. En France, le réseau des écoles d'art, qui est un réseau là aussi très très matériel, définit une modalité particulière d'investissement
communautaire à l'intérieur d'un objet très singulier, que là aussi on peut examiner la vascularisation et les dangers qui pèsent aujourd'hui sur les réseaux d'écoles d'art avec les questions de mutualisation dont on parlait encore hier, relèvent là aussi d'un changement qui est un changement culturel profond qui définit d'une certaine manière où on en est de la communauté aujourd'hui, ce qu'il en est de la communauté aujourd'hui, ce qu'il en est de cette narration du commun. Voilà. J'ai pas grand-chose de plus à dire, si ce n'est que dans l'idéal, peut-être que cela pourrait nous aider à multiplier, si on multiplie les regards comme ça sur les réseaux qui articulent d'une certaine manière les cultures, peut-être que ça pourrait nous aider à inventer un autre mot que ce mot de communauté, c'est-à-dire cette obsession d'en revenir à un moment donné à des uns, et peut-être que ça nous permettrait d'aller un petit peu plus loin que l'explosion extatique que voulait Nancy, et d'inventer, je ne sais pas, plutôt qu'un communautarisme ou qu'une nouvelle forme de communautarisme, aussi généreux et aussi ouvert vers le devenir soit-elle, inventer quelque chose qu'on pourrait appeler par exemple un compluralisme, par exemple, qui ne serait pas, j'espère, un pluralisme pour les cons, pour reprendre un jeu de mots absolument nul qu'un de mes professeurs de droit constitutionnel ne pouvait pas s'empêcher de faire à propos de constitution, un compluralisme, donc un pluralisme qui serait lui-même l'aboutissement d'une certaine manière de ce devenir, le moment où le devenir des communautés ferait que les communautés finiraient enfin, et une bonne fois pour toutes, par exploser, qu'on puisse en finir en gros avec les communautés comme idéal possible de toutes les fictionnalisations qui finissent par se dépasser elles-mêmes, de telle sorte qu'on en aboutirait, et c'est la fin de ma petite histoire, à une quatrième branche de ma petite typologie à la con. Après l'universalisme abstrait et le communautarisme concret, après le communautarisme abstrait, on pourrait là, par le biais de la matière, d'une certaine manière, et des réseaux, et du reste, c'est ce qu'on est en train de vivre, et avec laquelle il faut vraiment qu'on apprenne à se débrouiller, on inventerait là une espèce d'universalisme matériel, une espèce d'universalisme de la matière, une espèce d'universalisme concret, si j'ose dire, si j'ose reprendre cette expression hégélienne, de travers, bien sûr. Voilà, donc ça c'est l'hypothèse. Est-ce que on peut fabriquer un communautarisme matériel, une pensée matérielle des communautés basée effectivement sur les réseaux et non simplement sur, au fond, ce que les humains décident de se partager entre eux, une communauté qui deviendrait une communauté stratifiée également par ses relations avec de multiples non-humains, en ce compris des non-humains absolument non responsifs, si j'ose dire, comme des tables et des chaises. C'est la question que je voulais vous poser et à laquelle vous aurez peut-être une meilleure réponse que moi. Voilà, merci beaucoup.